Agatha Christie, 5 petits cochons. Partie 2. Chapitre 4. Le vieil avoué. Monsieur Caleb Jonathan habitait dans le comté d'Essex. Après un échange de lettres courtoises, Poirot reçut une invitation. Jonathan le priait de venir dîner chez lui et d'y passer la nuit. Un geste de grand seigneur. Le vieil homme avait de la classe. C'était quelqu'un. Après George Mayhew, insipide et terne, ce fut un heureux changement. Monsieur Jonathan avait, pour aborder un sujet, ses méthodes personnelles, et c'est seulement vers minuit, alors qu'il dégustait un cognac vénérable à l'arôme subtil, que le nom des Creil vint dans la conversation. Poirot avait fait scrupule de bousculer son hôte. Jonathan lui savait gré de cette réserve. Maintenant, à son heure, il ne demandait qu'à l'entretenir longuement de la famille Creil. « Notre maison, commença-t-il, s'occupe des intérêts des Creil depuis des générations. J'ai connu Amyas Creil, son père Richard, et je me souviens même du grand-père, Enoch. Des gentilshommes campagnards que leurs chevaux préoccupaient plus que les humains. D'excellents cavaliers, aimant les femmes et que les idées n'encombraient pas. Ils n'y croyaient pas, simplement. La femme de Richard, pourtant, était pleine d'idées. Elle en avait même plus que de bon sens. Elle aimait les vers, la musique, et elle jouait de la harpe. De santé fragile et, allongée sur son sofa, elle faisait un tableau très pittoresque, très romantique. Elle était une grande admiratrice de Kingsley, et c'est pourquoi elle appela son fils Amyas. Le père tiqua un peu sur ce prénom singulier, mais n'insista pas. L'enfant hérita des goûts artistiques de sa délicate maman, mais prit à son père son caractère autoritaire et son implacable égoïsme. Tous les Creil ont été des égoïstes, qui ne connurent jamais qu'un point de vue, le leur. Le vieil homme, dont les doigts menus tapotaient doucement le bras de son fauteuil, tourna vers Poirot un regard interrogateur. « Je ne me trompe pas, monsieur Poirot, dit-il. Vous vous intéressez bien à la psychologie des gens, à leur caractère. »« Certes, fit Poirot, c'est même la seule chose qui me passionne dans les affaires dont je m'occupe. »« Je comprends ça. Rechercher ce qu'il y a au fond de l'âme d'un criminel, ce doit être extrêmement captivant. Notre maison ne s'étant jamais spécialisée dans les affaires d'assises, nous n'étions guère qualifiés. L'eussions-nous désiré pour assister Mrs. Creil dans son procès. C'est pourquoi nous avons fait signe à Mayhew, dont la firme était toute désignée. Comme avocat, Mayhew choisit Desplechin. En quoi il ne fit peut-être pas preuve de beaucoup d'imagination. Il coûtait cher, il excellait à donner au débat un tour dramatique. Mais Mayhew aurait dû deviner que Caroline Creil ne jouerait pas dans la pièce le rôle que Desplechin ne manquerait pas de lui assigner. Cette femme n'était pas née pour la tragédie. « C'est exactement ce que je suis anxieux de démontrer, » remarqua Poirot. « Comment en est-elle venue à faire ce qu'elle a fait ?» reprit Jonathan. « C'est la question essentielle. Je l'avais connue bien avant son mariage. Elle s'appelait alors Caroline Spalding. C'était une créature pleine de vie, turbulente et malheureuse. Sa mère était restée veuve assez jeune et Caroline l'adorait. Puis la mère se remaria et il y eut un autre enfant. C'est une histoire très triste, très douloureuse. Vous savez, ces jalousies qui peuvent s'éveiller au cœur des adolescents. Elle était jalouse ? Terriblement. On peut même, à ce propos, rappeler un geste lamentable, un geste que la pauvre enfant devait par la suite se reprocher bien souvent avec une profonde amertume. Ce sont malheureusement de ces choses qui arrivent. Jeune, on ne sait pas mettre le frein. On n'apprend que plus tard, quand vient la maturité. Que s'est-il donc passé ? Un jour, elle lança un serre-livre à la tête de la petite fille qui n'était encore qu'un bébé. Or, celle-ci perdit un œil et resta défigurée.
Vous imaginez l'effet qu'une simple question à ce sujet a pu faire à l'audience. On eut l'impression que Caroline Crail était une femme ne possédant aucun empire sur elle-même. Or, c'était faux, absolument faux. Après un silence, il reprit. Caroline Spalding venait souvent à Alderbury. Richard et sa femme l'aimaient bien. Elle s'occupait de Mrs. Crail avec beaucoup de gentillesse. Elle se sentait plus heureuse chez eux que chez elle. Elle devint l'amie de Diana, la sœur d'Amias. Elle se tenait bien à cheval et était pleine de vie. Se trouvaient aussi souvent à Alderbury Philip et Meredith Blake, fils d'un voisin. Philip était un petit bonhomme désagréable, ne pensant qu'à l'argent, mais je dois avouer qu'il a, m'a-t-on dit, fait une carrière très honorable et qu'il passe pour être sûr en ses amitiés. Meredith, lui, était un garçon assez fade, assez insignifiant, qui ne songeait qu'à la botanique, aux papillons, aux oiseaux et aux bêtes. Le vrai naturaliste. Tous ces jeunes gens devaient décevoir leurs parents. Aucun d'eux n'avait dans le sang le goût, pourtant héréditaire, de la chasse, de la pêche, de la vie au grand air. Plutôt que de tuer les animaux, Meredith préférait les observer et les regarder vivre. Philippe abandonna la campagne pour la ville, où il s'occupa de finances. Diana épousa un garçon qui n'était pas un gentleman. Et Amyas, le solide, le puissant, le bel Amyas, entre toutes les carrières du monde, choisit d'être peintre. Je ne suis pas loin de croire que le vieux Richard Crail en reçut un tel choc qu'il en mourut. Amyas épousa Caroline Spalding. Ce fut un mariage d'amour. Bien que, sans cesser de se chamailler, de se disputer, ils restaient fous l'un de l'autre. Seulement, comme tous les Crail, Amyas agissait en égoïste, ne se gênant en rien à cause d'elle, faisant toujours ce qui lui plaisait. Je crois qu'il l'aimait plus qu'il n'aima jamais personne. Cependant, dans l'ordre de ses affections, elle venait loin derrière son art, qui passait le premier et qu'il ne sacrifia jamais à aucune femme. Quant à ses aventures, il en eut beaucoup. Elles étaient pour lui un stimulant, mais il y mettait fin d'un seul coup quand il en avait assez. Pas sentimental, pas romanesque, il n'était pas non plus absolument esclave de ses sens. Je considère que la seule femme pour laquelle il ait jamais eu un sentiment profond, c'est celle qu'il avait épousée. Elle ne l'ignorait pas, et c'est pourquoi elle lui passait bien des vétilles. De plus, c'était un très bon peintre. Elle s'en rendait compte et respectait son art. Lorsqu'il revenait d'une de ses escapades amoureuses, il était rare qu'il ne rapportât pas quelques toiles, comme un témoignage. Les choses auraient pu durer longtemps ainsi, si finalement n'était venue Elsa Greer. Monsieur Jonathan hocha la tête. « Quid d'Elsa Greer ?» demanda Poirot. Monsieur Jonathan dit, et c'était tout à fait inattendu. « Pauvre, pauvre enfant. » « C'est là votre opinion ? » ?»« C'est peut-être parce que je suis un vieil homme, monsieur Poirot, mais je suis ému jusqu'aux larmes quand je vois la jeunesse devant la vie. Elle est là, sans défense et si vulnérable, impitoyable, sûre d'elle-même, généreuse, exigeante, et si faible pourtant. Se levant, il alla prendre dans la bibliothèque un livre qu'il ouvrit. Il le feuilleta, cherchant une page, et, l'ayant trouvé, lut à haute voix. « Si ton amour incline aux vraies voies de l'honneur, s'il veut le mariage au matin, fais-moi dire, par celui que je trouverai moyen de t'envoyer, le lieu, l'heure où tu veux accomplir le saint rite. Lors, je déposerai tout mon sort à tes pieds, et te suivrai, ô mon Seigneur, de par le monde. » Il ferma le livre. « Voilà, dit-il, comment la jeunesse et l'amour s'expriment par la bouche de Juliette. Vous ne trouverez là ni réserve, ni réticence, ni la traditionnelle pudeur qu'on prête aux jeunes filles. Il y a, par contre, tout le courage,
toute la sauvage volonté, toute la force, tout l'élan de la jeunesse. Shakespeare la connaissait bien. Juliette choisit Roméo, Desdémone revendique Othello. Cela sans débat intérieur. Elles sont jeunes, elles ignorent le doute, la crainte, l'orgueil. Poirot réfléchissait. Ainsi, fit-il, pour vous, Elsa Greer a tenu à Émias le langage de Juliette? La réponse fut catégorique. Je le crois. C'était une enfant gâtée, riche, jeune et jolie. Elle rencontre celui dont elle rêvait. Elle le prendra. Ce n'est pas un Roméo de 15 ans, c'est un homme dans la force de l'âge. Il est marié. Qu'importe, il n'y a rien qui puisse la retenir. Aucune loi morale. Sa devise, sa règle de vie, c'est le moderne. Fais ce qu'il te plaît. On ne vit qu'une fois. Le vieux Jonathan, qui s'était remis à pianoter sur le bras de son fauteuil, s'interrompit quelques secondes et poursuivit. C'était une Juliette de proie, sans pitié, mais, je le répète, si vulnérable. Tout ce qu'elle possède, elle le joue sur un coup. Tout d'abord, il semblera qu'elle a gagné. Et puis, à la dernière minute, la mort entrera. Et ce sera aussi la mort de la première Elsa. Celle-là était ardente, joyeuse, heureuse de vivre. Il ne restera plus qu'une femme froide et pure, avide de vengeance, haïssant de tout son être celle qui a tué l'homme qu'elle aimait. Sur un ton assez différent, il ajouta « Vous me pardonnerez, monsieur Poirot, cette brève incursion dans le mélodrame. Elsa ne fut plus désormais qu'une jeune femme considérant la vie comme une lutte sans merci. Un caractère, mais, à mon sens, dépourvu d'intérêt. Jeunesse, rose et blanche, ardente et pâle, etc. Supprimez ça. Que reste-t-il? Une jeune personne assez médiocre qui cherche quelque nouveau héros, grandeur nature, à placer sur un socle devenu vacant. Si Émias Creil, dit Poirot, n'avait été un peintre en renom, Monsieur Jonathan acquiesça. C'est exactement ça. Et vous soulignez très heureusement un point capital. Les femmes comme Elsa vivent dans l'admiration des héros. Pour elles, un homme doit avoir fait quelque chose, être quelqu'un. Caroline Creil, elle, se serait tout aussi bien éprise d'un employé de banque ou d'un courtier d'assurance. En Émias, c'est l'homme qu'elle aimait, et non pas le peintre. Après un silence, il conclut. Oui, Elsa Greer était une petite brute sauvage, mais jeune, très belle, et, à mon opinion, infiniment émouvante. C'est tout songeur qu'Hercule Poirot se mit au lit. Ce problème de la personnalité ne quittait pas son esprit. Pour Edmonds, le principal clerc, Elsa Greer était une grue, rien d'autre. Cette même Elsa Greer, le vieux Jonathan retrouvait en elle la Juliette éternelle. Pour Caroline Creil, même indécision. Elle aussi, tout le monde l'avait regardée avec des yeux différents. Montague de Plèche la méprisait parce qu'elle n'avait pas lutté. Pour le jeune Fogg, elle était une figure romanesque et touchante. Edmonds ne voyait en elle qu'une dame. Jonathan, enfin, la représentait pleine de vie et turbulente. Comment lui serait-elle apparue, à lui, Hercule Poirot? De la réponse à cette question dépendait, il en avait le sentiment, le succès de son enquête. Jusqu'alors, aucun de ceux avec lesquels il s'était entretenu n'avait douté que, quoi qu'elle fût d'autre, Caroline Creil était aussi une criminelle. Chapitre 5. Le commissaire de police. Pensif, l'ex-commissaire Hale tira quelques bouffées de sa pipe et dit
C'est une curieuse idée que vous avez eue là, monsieur Poirot. Poirot admit prudemment qu'elle sortait peut-être de l'ordinaire. Et puis, s'exclama Hale, c'est tellement loin, tout ça. Poirot entrevoyait le moment où cette petite phrase le ferait sortir de lui-même, mais c'est d'une voix très douce qu'il convint que cette circonstance ajoutait à la difficulté du problème. Remuer les cendres du passé, reprit Hale, à quoi bon? Si encore il y avait une raison. Mais il y a une raison. Et laquelle? On peut aimer poursuivre la vérité pour elle-même. C'est mon cas. Et puis, il ne faut pas oublier la jeune dame. Hale ralluma sa pipe. Son intérêt à elle, dit-il. Je le vois. Mais vous me pardonnerez, monsieur Poirot. Vous êtes un homme à l'esprit fertile. Vous pourriez très bien lui fabriquer une histoire. Je vous répète que vous ne connaissez pas la dame. Allons, allons, monsieur Poirot. Avec votre expérience. Poirot redressa sa petite taille. Je suis peut-être, mon cher, un menteur doué et adroit, un artiste du genre. Il semble que ce soit votre opinion, mais j'ai un certain sens moral et des principes. Hale s'excusa. Il n'avait point voulu blesser Poirot. Ce que j'en disais, ajouta-t-il, c'était pour son bien à elle. Comment l'entendez-vous? Pour une petite fille innocente et qui va se marier, répondit Hale d'une voix lente. C'est un sale coup que de découvrir qu'on est la fille d'une meurtrière. Aussi, à votre place, j'irai trouver la dame et je lui déclarerai que, tout compte fait, il s'agissait d'un suicide. Si vous lui disiez que l'affaire a été malmenée par de Plèche, que vous avez la conviction que Creil s'est empoisonné volontairement, qu'il ne reste là-dessus aucun doute dans votre esprit. Mais, s'écria Poirot, c'est que justement des doutes, j'en ai. Je ne crois pas du tout que Creil ait mis lui-même fin à ses jours. Est-ce que vous croyez, vous, que c'est une supposition raisonnable? D'un mouvement de tête, Hale indiqua qu'il était là-dessus du même avis que Poirot. Ce qu'il me faut, conclut Poirot, c'est la vérité. Et non un quelconque mensonge, si plausible qu'il soit. Hale dévisageait Poirot. L'ex-commissaire avait une grosse figure, rouge et carrée. En ce moment, elle était plus rouge que jamais. Hale retira sa pipe de sa bouche et dit « Vous parlez de vérité. J'aimerais que vous compreniez que nous sommes persuadés que, dans cette affaire Creil, nous sommes arrivés à la vérité. » Venant de vous, déclara vivement Poirot, cette affirmation est pour moi d'une importance considérable. Vous êtes un honnête homme, possédant son métier à fond. Pouvez-vous me certifier qu'à aucun moment vous n'avez douté de la culpabilité de Mrs. Creil? La réponse vint, immédiate. À aucun moment, monsieur Poirot. Les premières constatations faisaient nécessairement porter les soupçons sur elle, et tout ce que nous avons découvert par la suite nous a confirmé dans la certitude qu'elle était coupable. Pouvez-vous, demanda Poirot, me donner un aperçu des charges qui pesaient sur elle? Certainement. Au reçu de votre lettre, j'ai revu le dossier et pris quelques notes. Hale tirait de sa poche un petit carnet. Poirot le remercia de la peine qu'il s'était donnée et dit « Je suis tout oreille. » Hale posa sa pipe, s'éclaircit la gorge et commença de parler d'une voix qui retrouvait par instants des intonations d'officier de police dans l'exercice de ses fonctions. Le 18 septembre, à 2h25, l'inspecteur Conway fut appelé au téléphone par le docteur Andrew Fawcett, qui lui annonça que M. Amyas Creil, d'Alderbury, venait de mourir subitement, en raison des circonstances mêmes du décès et d'une déclaration faite par un M. Blake, un ami du défunt. Le docteur Fawcett croyait que la mort de M. Amyas Creil commandait l'ouverture d'une enquête. L'inspecteur Conway, accompagné d'un agent et du médecin légiste, se rendit immédiatement à Alderbury.
Le docteur Fawcett les attendait, qui les conduisit auprès du corps, lequel n'avait pas été touché. M. Crail avait peint, durant toute la matinée, dans un petit jardin fermé de murs qui dominait la mer et qu'on appelait le jardin de la batterie, parce qu'il y avait là, dans un créneau, un canon miniature. L'endroit se trouvait à 4 minutes de marche de la maison. M. Crail n'était pas rentré pour le déjeuner parce qu'il voulait rendre sur sa toile un certain effet de lumière sur la muraille et qu'il lui fallait profiter du moment où le soleil frappait juste au point voulu. Il était donc resté là à peindre. On nous précisa que le fait n'avait rien d'exceptionnel. M. Crail ne s'inquiétait guère des heures de repas. Parfois, on lui apportait un sandwich, mais, en général, il préférait n'être pas dérangé. Les dernières personnes à l'avoir vu vivant étaient Miss Elsa Greer, qui séjournait à Alderbury, et un voisin, M. Meredith Blake. Tous deux, à ce moment-là, remontaient vers la maison, allant rejoindre les autres qui, comme eux, rentraient pour le déjeuner. Le repas terminé, on servit le café sur la terrasse. Son café pris, Mrs. Crail déclara qu'elle allait descendre pour voir ce que devenait Amyas. La gouvernante, Miss Cecilia Williams, se leva en même temps qu'elle et s'éloigna avec elle. Miss Williams, qui s'occupait de la jeune Miss Angela Warren, sœur de Mrs. Crail, s'en allait à la recherche d'un chandail appartenant à sa pupille. Elle pensait qu'il avait pu rester sur la plage. Le sentier que suivaient les deux femmes descendait à travers un petit bois jusqu'à la porte du jardin de la batterie et là, se séparait en deux tronçons. L'un entrant dans le jardin, l'autre continuant vers la plage. Tandis que Miss Williams poursuivait sa route vers la mer, Mrs. Crail pénétrait dans le jardin. Bientôt, elle poussa des cris qui décidèrent Miss Williams à revenir vivement sur ses pas. Monsieur Crail était écroulé sur un banc, mort. Sur les instances de Mrs. Crail, Miss Williams courut vers la maison pour téléphoner à un médecin. Mais, rencontrant en chemin M. Meredith Blake, elle le chargea de la commission et retourna auprès de Mrs. Crail, pensant qu'elle pouvait avoir besoin de quelqu'un. Le docteur Fawcett arriva un quart d'heure plus tard. Il vit du premier coup d'œil que la mort remontait à un certain temps déjà. Il fixait l'heure probable du décès entre 1 heure et 2 heures. Rien n'indiquait quelle en pouvait être la cause. Il n'y avait pas de blessure apparente et la position du corps était parfaitement naturelle. Pourtant, Fawcett, connaissant bien l'état de santé de Crail et sachant qu'il n'avait ni maladie ni faiblesse d'aucune sorte, était assez enclin à considérer cette mort subite comme assez suspecte. C'est alors que M. Philip Blake vint lui faire une déclaration. Hale s'interrompit. Il respira bien à fond et aborda ensuite ce qui pouvait passer pour le second chapitre de son exposé. Cette déclaration, reprit-il, Blake la répéta un peu plus tard à l'inspecteur Conway. Philip Blake avait, dans la matinée, reçu un coup de téléphone de son frère, M. Meredith Blake, qui habitait Uncross Manor, à 2 kilomètres environ d'Alderbury. Meredith était un chimiste amateur qui s'occupait beaucoup d'herboristerie. Ce matin-là, en arrivant à son laboratoire, il constata, avec une certaine stupéfaction, qu'une petite bouteille qu'il avait laissée pleine la veille était maintenant à peu près vide. Comme cette bouteille contenait une préparation de ciguë, ennuyé, inquiet même, il ne savait que faire et c'était pour demander conseil qu'il avait téléphoné. Philip Blake, qui se trouvait à Alderbury, lui demanda de venir discuter de la chose avec lui le plus tôt possible et, tout de suite après, était parti à sa rencontre. Les deux frères avaient ensuite fait route ensemble jusqu'à la maison. Ils étaient restés incertains de la conduite à tenir et ils se proposaient de reprendre leur conversation après le déjeuner. La suite de l'enquête de l'inspecteur Conway lui révéla que la veille, dans l'après-midi, 5 personnes venues d'Alderbury étaient allées en se promenant prendre le thé à Handcross Manor. C'étaient M. et Mrs. Crail, Miss Angelina Warren, Miss Elsa Greer et M. Philip Blake. M. Meredith Blake les avait régalés d'un cours sur sa manie favorite, puis leur avait fait visiter son petit laboratoire. Là, il avait parlé de certaines drogues à base de poison,
mentionnant notamment la conéine, dont la ciguë est le principe actif. Après avoir expliqué les propriétés de la conéine, il avait regretté qu'elle eût aujourd'hui disparu de la pharmacopée, alors qu'à dose légère elle constitue un traitement très efficace de la coqueluche et de l'asthme. Il avait souligné qu'il n'en était pas moins un toxique mortel, et terminé en lisant à ses invités une page d'un auteur grec décrivant les effets du poison. Le commissaire Hale s'accorda une pause, puis, sa pipe bourrée, passa au chapitre 3e. Le colonel Frère, chef de la police du comté, me chargea de l'affaire. Les résultats de l'autopsie levèrent tous les doutes. La conéine ne laisse pas de traces visibles dans l'organisme, mais les praticiens savaient ce qu'ils cherchaient. Ils trouvèrent dans les viscères une quantité importante du poison, ingéré, selon le médecin légiste, 2 ou 3 heures avant la mort. Sur la table qui se trouvait devant M. Creil, il y avait un verre vide et une bouteille de bière, vide également. L'analyse de quelques gouttes de liquide restant dans les récipients prouva qu'il y avait eu de la conéine dans le verre, mais non dans la bouteille. Mes recherches m'apprirent que l'on conservait quelques bouteilles de bière et des verres dans une petite baraque construite au jardin de la batterie. Ceci pour le cas où M. Creil aurait eu soif tandis qu'il peignait, mais que, ce jour-là, Mrs. Creil lui avait apporté de la maison une bouteille de bière prise dans la glacière. Lorsqu'elle arriva près de lui, M. Creil était occupé à peindre. Assise sur un créneau, Miss Greer tenait la pose. Mrs. Creil ouvrit la bouteille de bière, emplit un verre et le donna à son mari, debout devant son chevalet. Il le lampa d'un trait. C'était, paraît-il, son habitude. Il fit la grimace, posa le verre sur la table et dit « Aujourd'hui, je ne trouve rien de bon. » Miss Greer éclata de rire et s'écria « C'est la faute de votre foie. » Sur quoi Creil répliqua « En tout cas, elle était bien fraîche. » « À quelle heure cela se passait-il » demanda Poirot. « Vers 11h15. » Creil continua à peindre. D'après Miss Greer, il se serait, un peu plus tard, plaint de raideur dans les articulations, ajoutant que ce devait être une petite crise de rhumatisme, mais cela sans insister. Il était de ces hommes qui n'admettent jamais qu'ils sont malades, et je suis sûr que, cette fois encore, il n'a pas voulu convenir devant les autres qu'il ne se sentait pas bien. Qu'il leur ait dit avec un peu d'impatience d'aller se mettre à table et de le laisser travailler, c'était, je crois, assez dans son caractère. Poirot acquiesça sans mot dire, et Hale poursuivit. Resté seul, Creil, j'en suis convaincu, se jeta sur un banc pour se reposer un peu. Bientôt, la paralysie musculaire commençait. Personne n'était là pour lui porter secours. La mort survint. Poirot, une fois encore, donna son accord d'un simple mouvement de tête. L'enquête, continua Hale, je la menais selon la routine ordinaire, et je n'eus pas grand-peine à réunir des éléments intéressants. Mrs. Creil et Miss Greer avaient eu, la veille, une violente discussion. Miss Greer, qui ne manquait pas d'une certaine audace, avait décrit les changements qu'elle apporterait à l'installation quand elle viendrait vivre à Alderbury. Mrs. Creil n'avait pas laissé passer ça, et lui avait demandé ce qu'elle voulait dire. L'autre lui avait répondu qu'elle le savait bien. « Vous faites comme l'autruche qui enfouit sa tête dans le sable, mais vous savez parfaitement qu'Amias et moi, nous nous aimons, et qu'un jour ou l'autre, nous nous marierons. » Mrs. Creil déclara qu'elle n'avait jamais entendu parler de rien de tel. Miss Greer répliqua que, dans ces conditions, elle était heureuse de l'avoir mise au courant, et les choses en étaient là lorsque Creil entra dans la pièce. Mrs. Creil se tourna vers lui et lui demanda s'il était exact qu'il eût l'intention d'épouser Elsa. « Je suis curieux, » dit Poirot, « de savoir ce que Creil a répondu. » Il s'en est pris à Elsa, lui reprochant de ne pas savoir tenir sa langue. Elle protesta qu'il lui semblait que Caroline devait apprendre la vérité. Mrs. Creil, cependant, insistait. « Enfin, Amias, est-ce vrai ou non ?» Il détournait la tête, murmurant des mots incompréhensibles. Elle ne le lâchait pas. « Parle, il faut que je sache. »
À la fin, il a cédé. « Eh bien, oui, a-t-il dit, c'est vrai. Seulement, je ne veux pas discuter de ça maintenant. » Là-dessus, il est sorti en coup de vent. Triomphe, vous vous en doutez, de Miss Greer, qui, entre autres choses, déclare que Mrs. Crail doit prendre son parti de l'aventure, qu'ils doivent tous se conduire comme des gens sensés et qu'elle espère bien que Caroline et Amyas resteront toujours bons amis. Et qu'a répondu Mrs. Crail ? D'après les témoins, elle s'est mise à rire. Elle a dit « Avant de voir ça, Elsa, vous verrez un cadavre. » Et elle est allée vers la porte. Miss Greer l'a appelée, lui demandant ce qu'elle voulait dire. Elle s'est retournée et elle a répondu « Je veux dire, Elsa, que, plutôt que vous abandonner Amyas, je le tuerai de mes propres mains. » Plutôt fâcheux, hein ? Certes, fit Poirot. Et qui assistait à cette scène ? Miss Williams et Philip Blake. Plutôt gênés, l'un comme l'autre, vous vous en doutez. Leurs témoignages concordent ? À peu près. On ne peut pas exiger de deux témoins qu'ils se rappellent tout exactement de la même façon, vous le savez comme moi. Certes. Pensif, il ajouta. Il sera intéressant de voir... Comme, cette fois encore, il ne finissait pas la phrase commencée, Hale, après quelques secondes d'attente, reprit son exposé. Je fis fouiller la maison. Dans la chambre à coucher de Mrs. Crail, je trouvai, caché sous une pile de bas de laine, dans le dernier tiroir d'une commode, un flacon de parfum vide, sur lequel nous relevâmes des empreintes digitales, celle de Mrs. Crail, et celle-là seulement. L'analyse de quelques gouttes de liquide demeurées dans le flacon révéla des traces d'huile de jasmin, perdues dans une forte solution d'hydrobromide de conéine. M'adressant à elle dans les formes prescrites par la loi, je montrai le flacon à Mrs. Crail et lui demandai des explications. Elle me les donna sans le moindre embarras. Depuis quelque temps, me dit-elle, elle se trouvait très malheureuse et très déprimée. Après avoir entendu M. Meredith Blake parler de la conéine, elle était retournée, inaperçue, au laboratoire, vida un flacon de jasmin qu'elle avait dans son sac et le remplit de conéine. Comme je lui demandais pourquoi elle avait fait ça, elle me répondit « Il y a des choses dont je voudrais parler le moins possible, mais je dois avouer que j'ai tout dernièrement reçu un choc. Mon mari envisageait de me quitter pour une autre femme. S'il l'avait fait, la vie pour moi n'aurait plus valu d'être vécue, et je me serais tué. C'est pourquoi j'ai volé ce poison. » En somme, fit remarquer Poirot, c'était plausible. Hale en convint. Seulement, ajouta-t-il, ça ne s'accordait ni avec ce qu'elle avait dit devant témoins, ni avec ce qui s'était passé au cours d'une autre scène qui eut lieu le matin même du crime, et qui fut entendue pour partie par M. Philip Blake et, pour une autre partie, par Miss Greer. M. et Mrs. Crail étaient dans la bibliothèque. Quelques répliques vinrent aux oreilles de Blake, qui se trouvait dans le vestibule, un plus grand nombre à celle de Miss Greer, assise dehors, non loin de la fenêtre ouverte de la bibliothèque. Et que disaient-elles, ces répliques ? M. Blake entendit Mrs. Crail dire « Toi et tes femmes. Il y a des moments où je te tuerai avec plaisir. Et un jour, c'est ce que je ferai. » Pas d'allusion à un suicide possible ? Aucune. Elle n'a pas dit « Si tu fais ça, je me tue. » Aucun doute là-dessus. Le témoignage de Miss Greer devait confirmer celui de Blake. D'après elle, Mr. Crail aurait dit « Voyons, Caroline, essaie d'être raisonnable. Je t'aime bien et je veillerai que vous ne manquiez de rien, ni toi, ni l'enfant. Mais j'épouserai Elsa. Souviens-toi que nous avons toujours dit que nous saurions nous rendre notre liberté si l'un de nous le désirait. » À quoi elle aurait répondu « Très bien, tu ne diras pas que je ne t'ai pas prévenu. » Ajoutant, comme il lui demandait ce qu'elle entendait par là,
Je veux simplement dire que je t'aime, que je ne renoncerai pas à toi et que je préférerais te tuer plutôt que de t'abandonner à cette fille. » Poirot fit observer que Miss Greer lui semblait avoir manœuvré bien maladroitement en soulevant cette question de mariage. « Car, ajouta-t-il, Mrs. Crayle pouvait fort bien refuser de divorcer. »« C'est, dit Hale, un point sur lequel nous nous sommes renseignés. Mrs. Crayle, semble-t-il, fit quelques confidences à M. Meredith Blake. C'était pour elle un ami de toujours en qui elle avait confiance. Très affecté par cette révélation, il s'arrangea pour en toucher un mot à Crayle. Cela se passait la veille du drame, dans l'après-midi. Meredith Blake lui fit quelques reproches discrets, lui disant combien il serait navré de voir son mariage brisé dans des conditions si déplorables, lui représentant aussi que Miss Greer était très jeune et que c'était une grosse responsabilité que de traîner ainsi une toute jeune fille dans une cour de divorce. À quoi Crayle, qui devait vraiment être une sombre brute, avait répondu avec un gros rire qu'il n'était pas du tout dans les intentions d'Elsa de comparaître au procès. Elle, avait-il dit, on ne la verra pas. Nous arrangerons ça comme on le fait d'ordinaire. D'où il suit, conclut Poirot, que Miss Greer, comme je le disais, a été décidément très imprudente de faire cet éclat. Hale haussa les épaules. Vous savez comment sont les femmes. Il faut qu'elles se sautent à la gorge. Quoi qu'il en soit, la situation était délicate, et je ne m'explique pas que M. Crayle ait amené Miss Greer à Alderbury. Meredith Blake prétendait que c'était parce qu'il voulait finir son portrait. Vous comprenez ça? Ma foi, mon cher ami, je crois bien que oui. Eh bien, moi pas. C'était courir au-devant des complications. Pour qu'elle se soit décidée à faire cet exclandre, il est probable que les choses ne devaient pas aller toutes seules entre lui et elle. C'est bien ce que m'a dit M. Meredith Blake. Mais s'il lui fallait absolument finir ce portrait, je ne vois pas pourquoi il ne se servait pas tout simplement de quelques bonnes photos d'après lesquelles il pouvait travailler. Je connais un type, un aquarelliste spécialisé dans le paysage, qui opère comme ça. C'est, fit Poirot, que Crayle raisonnait en artiste. Il faut que vous vous rendiez compte, mon cher ami, qu'à ce moment-là, pour lui, la chose importante, du moins je le pense, c'était son tableau. Si grande que fût son envie d'épouser son modèle, la toile venait en premier lieu. Il voulait donc espérer que le séjour de Miss Greer à Alderbury se passerait sans scandale. Seulement, la jeune fille ne voyait pas les choses comme lui. Pour les femmes, l'amour passe d'abord. « Croyez-vous que je ne le sais pas ?» demanda Hale avec conviction. « Avec les hommes, » poursuivit Poirot, « c'est différent. Surtout quand il s'agit d'artistes. »« L'art !» s'écria l'ex-commissaire avec un mépris non dissimulé. « Le potin qu'on fait autour de ça. Pour moi, je n'y ai jamais rien compris, et je n'y comprendrai jamais rien. J'aurais voulu pouvoir vous montrer ce portrait que Crayle était en train de peindre. Tout était de guingois là-dedans. La fille avait l'air d'avoir mal aux dents, et les créneaux fichaient le camp dans tous les sens. Le tout horrible à regarder. Et cette toile impossible m'est restée dans l'œil longtemps. Je crois bien que j'ai rêvé d'elle. Je dirais même qu'elle m'avait troublé la vue. Quand on me montrait un dessin, je voyais des créneaux, des murailles et des femmes. » Poirot sourit. « Savez-vous, dit-il, que, sans le vouloir, vous rendez hommage au talent d'Amias Crayle ? Je m'en voudrais. Enfin, pourquoi ne pas peindre des choses agréables à regarder ? Pourquoi se décarcasser pour faire quelque chose de laid ? Certains trouvent la beauté où d'autres ne l'aperçoivent pas. » C'était d'autant plus ridicule, reprit Hale, que la fille était jolie. Beaucoup de maquillage et presque pas de vêtements. Les jeunes personnes ont une façon de s'habiller. Et ça se passait il y a 16 ans. Aujourd'hui, on ne l'aurait pas remarqué. Mais, à l'époque, je l'avoue, j'ai été un peu choqué. Elle portait des pantalons d'homme avec une chemise de toile légère, largement ouverte.
et je parierais qu'elle n'avait rien d'autre sur elle. On dirait, remarqua Poirot, non sans malice, que ce sont là des détails dont vous vous souvenez particulièrement bien. Hale répondit avec dignité qu'il se bornait à rappeler une impression ancienne. Poirot le rassura d'un mot. En somme, dit-il ensuite, les principaux témoins à charge semblent avoir été Philip Blake et Miss Greer. Oui, ils ont chargé Mrs. Crail l'un et l'autre, avec beaucoup de passion. Mais leur témoignage eut moins de poids que celui de la gouvernante, citée elle aussi par l'accusation. Elle était tout à fait pour Mrs. Crail, mais, en honnête femme, elle a fait une déposition sincère, qui ne dissimulait rien et laissait parler les faits. Et Meredith Blake? Le pauvre homme était péniblement affecté de toute l'aventure. Et il y avait de quoi. Il se reprochait d'avoir fait cette préparation. Le procureur le lui reprochait aussi, la fabrication de la conéine étant interdite par la loi sur les substances toxiques, et Meredith Blake entendit sur son compte quelques appréciations sévères. Ajoutez à cela qu'il était l'ami de Crail aussi bien que celui de sa femme, et qu'il faisait partie de ces gens qui ont horreur de la publicité et détestent être le point de mire du public. La jeune sœur de Mrs. Crail a-t-elle déposé? Non, ce n'était pas nécessaire. Elle n'était pas là lorsque Mrs. Crail avait menacé son mari, et tout ce qu'elle aurait pu nous dire, nous pouvions l'obtenir par ailleurs. Elle avait vu Mrs. Crail prendre la bière dans la glacière, et la défense aurait pu la citer pour qu'elle dise que sa sœur n'avait rien mis dans la bouteille et qu'elle l'avait portée à son mari telle qu'elle l'avait trouvée. Mais la chose était sans intérêt, puisque nous n'avons jamais prétendu qu'il y avait eu de la conéine dans la bouteille. Comment, demanda Poirot, Mrs. Crail s'y est-elle prise pour verser le poison dans le verre? Il lui a fallu le faire sous l'œil de 2 personnes. Sans doute, mais de 2 personnes qui ne faisaient pas attention à elle. Crail peignait, ses yeux allaient de sa toile à son modèle. Miss Greer posait. Le dos presque tourné à l'endroit où se tenait Mrs. Crail, elle regardait au loin, par-dessus l'épaule de Crail. Il ne s'occupait d'elle ni l'un ni l'autre. Le poison était dans une petite pipette, un de ces compte-gouttes dont on se sert pour remplir les stylos. Nous l'avons retrouvé en miettes dans le sentier menant à la maison. « Décidément, murmura Poirot, vous avez réponse à tout. »« Voyons, monsieur Poirot, s'écria Hale, sans parti pris. Elle a menacé de le tuer. Elle a volé le poison au laboratoire. Le flacon vide est découvert dans sa chambre, et il ne porte pas d'autres empreintes que les siennes. Elle prend l'initiative de lui porter de la bière. Une chose assez curieuse, si l'on veut considérer qu'ils se parlaient à peine. « Une chose très curieuse même, dit Poirot. Je l'avais remarqué. »« C'est un petit fait, mais qui accuse. Pourquoi, tout d'un coup, se montre-t-elle si aimable, si prévenante ? Je continue. Il se plaint du goût de ce qu'elle lui a fait boire. Or, la conéine a une saveur désagréable. Elle s'arrange pour trouver le corps et elle envoie la gouvernante au téléphone. Pourquoi ? Afin de pouvoir essuyer la bouteille et le verre avant d'appliquer dessus les doigts de son mari. Cela fait, elle peut soutenir qu'elle est innocente, qu'il a eu des remords et s'est tué. L'histoire est vraisemblable. Certainement pas mal imaginée. Et pourtant, c'est une histoire à laquelle elle n'a pas pris la peine de réfléchir. Dévorée de haine et de jalousie, elle ne songeait qu'à une chose, tuer son mari. Après le crime, mais après seulement. Quand elle le voit mort, elle revient à elle et se rend compte qu'elle vient de commettre un assassinat et que les assassins sont pendus. Et elle s'accroche désespérément à la première idée qui lui vient à l'esprit, la seule d'ailleurs, le suicide. « Vous devez avoir raison, » dit Poirot. « Il serait possible qu'elle eût raisonné comme ça. » Hale continua. « Dans un certain sens, le crime était prémédité et, dans un autre sens, il ne l'était pas.
Je veux dire qu'à mon avis, elle n'a pas pensé, pas réfléchi. Elle a foncé à l'aveugle. Je me demande... Une fois encore, Poirot n'acheva pas sa phrase. Hale, qui le dévisageait avec curiosité, demanda. « Alors, monsieur Poirot, vous ai-je convaincu ? Croyez-vous, maintenant, que l'affaire est sans mystère ?» « Presque, » répondit Poirot, « mais non pas tout à fait. Il y a un point ou deux... » « Pouvez-vous proposer une autre explication ? » ?»« J'entends une autre explication qui puisse se défendre. » Poirot posait une nouvelle question. « Quels ont été, au cours de la matinée, les mouvements des uns et des autres ? » « Nous les avons établis avec soin et nous avons fait toutes les vérifications nécessaires. Aucun n'avait ce qu'on pourrait appeler un alibi, mais il ne peut guère être question d'alibi dans les affaires d'empoisonnement. Rien n'empêche le criminel de remettre à sa future victime une pilule contenant du poison en lui disant que c'est un remède contre l'indigestion et, cela fait, de s'en aller attendre les événements à l'autre bout de l'Angleterre. Rien d'analogue, je pense, dans le cas qui nous intéresse. Non, Creil ne souffrait pas d'indigestion et rien ne nous a laissé supposer qu'il y ait eu une manœuvre de ce genre. Sans doute, Meredith Blake avait la manie de recommander à tous des drogues charlatanesques de sa composition, mais je ne vois pas Creil les essayer. S'il l'avait fait, il n'aurait pas manqué d'en parler et d'en plaisanter. Et puis, pourquoi Meredith Blake aurait-il voulu tuer Creil, alors que tout prouve qu'il était avec lui dans les meilleurs termes ? Comme les autres, d'ailleurs. Philip Blake était son meilleur ami, Miss Greer était amoureuse de lui, Miss Williams jugeait sévèrement sa conduite, très sévèrement même, je crois. Mais de là à l'empoisonner, il y a une marge. La petite Miss Warren le cramponnait un peu. C'est son âge qui voulait ça. Elle venait à peine de finir ses classes. Mais il avait pour elle une vive affection. Tout le monde, du reste, la traitait avec beaucoup de tendresse et de douceur, et j'imagine que vous savez pourquoi. Étant enfant, elle avait été très grièvement blessée. Blessée par la future Mrs. Creil, dans une furieuse crise de rage, ce qui montre qu'elle ne se dominait pas. Mais ce qui pourrait aussi donner à penser, ajouta Poirot, qu'Angela Warren avait de bonnes raisons d'en vouloir à Caroline Creil. À Caroline Creil, peut-être, mais pas à Amyas Creil. Mrs. Creil, d'ailleurs, aimait énormément sa jeune sœur. Lorsque la petite perdit ses parents, elle l'accueillit à son foyer et il n'était rien qu'elle ne fît pour lui faire plaisir. Elle la gâtait terriblement. La petite, de son côté, l'aimait beaucoup. On la tint à l'écart du procès autant qu'il fut possible, et cela, si je suis bien informé, sur les instances de Mrs. Creil elle-même. Angela Warren en était désolée et insistait pour aller voir sa sœur à la prison. Caroline Creil n'y consentit jamais, et elle prit ses dispositions pour qu'Angela continuât ses études à l'étranger. Vous savez sans doute que Miss Warren est devenue une femme extrêmement remarquable. Elle a fait des voyages dont on a parlé. Elle donne des conférences à la Société royale de géographie, et etc. Le souvenir du procès n'a pas nui à sa carrière ? Non. N'oubliez pas qu'elle ne portait pas le même nom, même lorsque toutes deux étaient jeunes filles. Elles étaient nées de pères différents. Mrs. Creil était une Spalding. Cette Miss Williams était-elle la gouvernante de la fille de Mrs. Creil ou celle d'Angela ? Celle d'Angela. L'enfant avait une nurse, mais je crois bien qu'elle prenait tous les jours quelques petites leçons avec Miss Williams. Où était l'enfant le jour de la mort de Creil ? Pas à Alderbury. Sa nurse l'avait conduite chez sa grand-mère, Lady Tressilian, une veuve qui avait perdu 2 petites filles et qui l'adorait. Hale alluma sa pipe et poursuivit. Quant aux allées et venues des autres personnages le jour du meurtre, voici. Miss Greer, après avoir pris son petit déjeuner, passa quelques instants assise sur la terrasse, près de la fenêtre de la bibliothèque.
C'est alors qu'elle entendit la querelle entre Creil et sa femme. Ensuite, elle descendit au jardin de la batterie avec Creil et posa jusqu'à l'heure du déjeuner, avec une interruption ou deux pour se détendre les muscles. Philip Blake se trouvait dans la maison après le petit déjeuner, et c'est ainsi qu'il surprit une partie de la querelle. Après le départ de Creil et de Miss Greer, il lut les journaux. Puis, son frère lui ayant téléphoné, il alla à sa rencontre sur la côte. Ils remontèrent ensemble vers la maison par le sentier et passèrent devant le jardin de la batterie. Miss Greer, à ce moment-là, ne s'y trouvait pas. Ayant eu des frissons, elle avait fait un saut jusqu'à sa chambre pour y trouver une écharpe. Mrs. Creil, par contre, était là, discutant avec son mari de dispositions à prendre au sujet d'Angela pour la prochaine rentrée des classes. Une conversation amicale ? Pas exactement. Creil criait très fort, furieux qu'on vînt l'ennuyer avec ce qu'il appelait des détails domestiques. J'imagine qu'elle voulait, elle, mettre certaines choses bien au point, en prévision d'une rupture possible. Les deux frères échangèrent quelques mots avec Creil, puis Miss Greer, revenue, reprit la pose et Creil retourna à ses pinceaux, indiquant par son attitude qu'il souhaitait qu'on le laissât travailler. Les Blake comprirent et repartirent vers la maison. C'est tandis qu'ils étaient au jardin, soit dit au passage, que Creil se plaignit de la bière conservée dans la baraque, disant qu'elle était tiède. Sa femme lui promit très gentiment de lui en descendre qui viendrait directement de la glacière. Les Blake ne rentrèrent pas dans la maison, mais s'installèrent dehors, sur la terrasse, où Mrs. Creil et Angela Warren vinrent leur apporter de la bière. Un peu plus tard, Angela descendit à la plage pour se baigner. Philip Blake l'accompagna, cependant que Meredith allait s'asseoir dans une petite clairière, juste au-dessus du jardin de la batterie. D'où il était, il pouvait voir Miss Greer, assise sur les créneaux, et entendre sa voix et celle de Creil qui lui répondait. Il pensait toujours à cette histoire de Conéine disparue, très embêté et ne sachant que faire. Elsa Greer l'aperçut et lui fit signe de la main. Quand la cloche du déjeuner sonna, il descendit au jardin et c'est avec Elsa Greer qu'il remonta à la maison. Il devait plus tard déclarer qu'il avait alors remarqué que Creil avait l'air drôle. C'est l'adjectif qu'il employa. Mais qu'il n'y prêta autrement attention. Creil étant de ces gens qui ne sont jamais malades, on ne pouvait guère supposer qu'il n'était pas bien. D'autre part, quand sa peinture n'allait pas comme il voulait, il avait des minutes de colère et des périodes d'abattement. Dans ces moments-là, on lui parlait le moins possible et on le laissait seul. C'est ce que firent Elsa Greer et Meredith Blake. Des autres, il y a peu à dire. Les domestiques s'occupèrent toute la matinée de leur besogne ordinaire. Miss Williams corrigea des devoirs dans la salle d'études, puis alla faire un peu de raccommodage sur la terrasse, tandis qu'Angela passait son temps à droite et à gauche dans la propriété, grimpant aux arbres et mangeant tout ce qui voulait bien se laisser manger, des prunes, des pommes acides, des poires pas mûres. Vous savez ce que c'est qu'une gosse de 15 ans. Après, comme je vous l'ai dit, accompagnée de Philip Blake, elle est allée prendre un bain, juste avant de déjeuner. L'ex-commissaire de police se tut quelques secondes, puis, d'un ton légèrement agressif, demanda. « Et maintenant, monsieur Poirot, trouvez-vous là-dedans quelque chose de pas catholique ?»« Rien du tout, » dit Poirot. « Alors ?» Il y avait dans le ton un accent de triomphe. Ce seul mot remplaçait un long discours. « Malgré ça, » reprit Poirot, « je vais suivre mon idée. »« Qu'allez-vous faire ?»« Je vais rendre visite aux 5 personnes qui furent mêlées à l'affaire, et je leur demanderai de me raconter leur version des événements. » Hale ôta sa pipe de sa bouche pour pousser un soupir tout empreint de mélancolie. « Mais, mon pauvre ami, fit-il, vous êtes fou. Vous allez entendre 5 récits dont aucun ne ressemblera au précédent. C'est élémentaire, et vous savez ça comme moi.
Deux témoins vous donneront toujours d'un même fait des relations très différentes. Et ils vont vous parler d'événements survenus il y a 16 ans. Ils vont vous raconter 5 crimes différents. C'est bien là-dessus que je compte, dit Poirot, et je crois que ce sera plein d'enseignements. Chapitre 6. Le petit cochon qui allait au marché. Philip Blake était bien tel que l'avait décrit Montague de Plèche. L'air content de lui, cordial et satisfait, avec plus qu'une tendance à l'embonpoint. C'était de toute évidence un homme qui avait réussi. Poirot avait pris rendez-vous avec lui un samedi à 6h30. Philip Blake avait joué au golf dans l'après-midi et s'était très honorablement tiré de ses 18 trous. Il gagna 5 livres à son adversaire et cette victoire le mit en belle humeur. Le détective exposa l'objet de sa visite, mais sans afficher cette fois un amour excessif de la vérité. Blake comprit qu'il s'agissait d'un livre, le premier d'une collection consacrée aux causes célèbres. Il fronça le sourcil. Pourquoi diable publier des bouquins de ce genre ? Poirot eut un geste d'impuissance. Jamais il n'avait eu l'air moins anglais, jamais il n'avait paru plus menu, moins redoutable. « On suit le goût du public, expliqua-t-il. Ce sont des ouvrages qu'il dévore. » Les crétins. Ce jugement sévère, Philip Blake le portait en souriant, sans véritable mépris. « Il faut prendre les hommes comme ils sont, » dit Poirot avec philosophie. « Vous les connaissez comme moi, monsieur Blake, et vous n'attendez pas d'eux plus qu'ils ne peuvent donner. En général, ils ne sont pas méchants, mais il ne faut pas leur demander d'être idéalistes. »« Il y a beau temps, » s'exclama Blake, sincère, « que je ne collectionne plus les illusions. »« On m'a dit que, par contre, vous collectionnez les bonnes histoires. »« C'est exact, » répondit Blake, dont la face s'épanouit. « Connaissez-vous celle-ci » Poirot rit au bon endroit. L'histoire n'était pas très édifiante, mais elle était drôle. Philip Blake, renversé dans son fauteuil, l'œil luisant de plaisir, riait, lui aussi. Et Poirot, qui le regardait, pensa soudain au petit cochon de la chanson. Un petit cochon allait au marché. Ce Philip Blake, qu'était-il ? Autant qu'il semblait, un monsieur bien nourri, dont les affaires prospéraient et qui vivait heureux et sans souci. Un être habité par le remords, hanté par de terribles souvenirs ? Certainement pas. Cet homme-là ignorait les troubles de conscience. C'était bien le petit cochon qui était allé au marché et qui n'y avait pas perdu son temps. Pourtant, il y eut autrefois un autre Philip Blake. Un Philip Blake jeune et de tournure agréable. Les yeux un peu petits, peut-être, un peu trop rapprochés aussi. Mais, dans l'ensemble, il ne devait pas être vilain garçon. Quel âge pouvait-il avoir maintenant ? Entre 50 et 60 ans ? Il avait donc une 40aine d'années au moment de la mort de Creil. Il devait alors avoir l'esprit plus agile qu'aujourd'hui. Moins comblé par la vie, sans doute lui demandait-il beaucoup plus. Poirot dit, uniquement pour amorcer la conversation, « Vous comprenez ma situation ?»« Ma foi, non !» s'écria le financier, fixant sur lui ses petits yeux rusés. « Je veux bien être pendu si je la comprends. Parce qu'enfin, vous n'êtes pas écrivain. » « À vrai dire, non. En fait, je suis détective. » Jamais dans le passé Poirot n'avait annoncé sa qualité avec tant de modestie. « Je le sais bien, » fit Blake. « Nous le savons tous. Qui ne connaît l'illustre Hercule Poirot ?» Il y avait dans le ton une nuance de moquerie.
Philip Blake était trop foncièrement anglais pour reconnaître sans réserve la supériorité d'un étranger. Entre camarades, il aurait parlé de Poirot comme d'un vulgaire charlatan, tout au plus capable de faire illusion à des femmes. Et, bien que le détective ait tout fait pour qu'il eût de lui cette opinion peu flatteuse, Poirot n'en était pas moins un peu chagrin. Que cet homme, un homme d'affaires qui n'était pas le premier venu, ne soit pas impressionné par Hercule Poirot, c'était un pur scandale. Poirot continua à mentir. « Je me félicite, dit-il, d'être si bien connu de vous. Mon succès, permettez-moi de le préciser, tient à mon goût de la psychologie. La question que je me pose toujours, c'est « Pourquoi a-t-il agi comme il l'a fait ?» Or, il se trouve que, dans un crime, c'est ce « pourquoi » qui, aujourd'hui, intéresse les gens. Autrefois, ce qui les passionnait, c'était le côté sentimental de l'affaire, et, quand on écrivait le récit d'une cause célèbre, c'est sur l'histoire d'amour qu'on insistait. Il n'en va plus de même aujourd'hui. Le public est ravi de savoir que, si le docteur Gripen a tué sa femme, c'est parce que cette dame était une énorme matrone en présence de qui ce petit bonhomme chétif souffrait d'un complexe d'infériorité. Il est ravi d'apprendre que cette criminelle, dont on a tant parlé, n'aurait jamais tué si elle n'avait été affreusement humiliée par son père, alors qu'elle était toute petite. Aujourd'hui, je le répète, c'est le pourquoi des crimes qui retient l'attention du public. Philip Blake réprima un bâillement et dit « Il me semble que le pourquoi de la plupart des crimes est évident. C'est l'argent. » Poirot protesta avec énergie. « Pardon, cher monsieur, pardon. Le pourquoi d'un crime n'est jamais évident, et c'est justement le point intéressant. » « Celui qui justifie votre intervention. » »« Exactement. Il s'agit d'écrire le récit de quelques vieilles affaires considérées sous l'angle psychologique. La psychologie des assassins, c'est mon rayon. Et c'est pourquoi j'ai consenti à diriger cette collection. Une occupation lucrative, j'imagine. Je l'espère, et j'y compte bien. Félicitations. Mais maintenant que je sais en quoi la chose vous intéresse, peut-être consentirez-vous à me dire en quoi elle me concerne, moi. En quoi, cher monsieur? Mais simplement parce qu'il s'agit de l'affaire Creil. Philip Blake parut à peine surpris. Évidemment, fit-il, pensif, l'affaire Creil. J'espère, dit vivement Poirot, que la chose ne vous est pas désagréable. Philip Blake haussa les épaules. À quoi bon, demanda-t-il, se frapper à propos de quelque chose qu'on n'a pas le pouvoir d'empêcher. Le procès de Caroline Creil appartient à tout le monde. N'importe qui a le droit de s'en emparer et d'en faire un livre. Je perdrai mon temps à protester. Sans doute, je n'ai pas de raison de vous le cacher. Le projet ne me plaît guère. Amyas Creil était un de mes meilleurs amis, et ça me contrarie beaucoup de penser que toute cette peu ragoûtante histoire va être rendue à l'actualité. Mais je n'y puis rien, et ce sont de ces choses qui arrivent. Vous êtes philosophe, monsieur Blake. Nullement. Mais je suis assez grand pour savoir qu'il est déconseillé de donner des coups de pied dans un mur. D'autre part, si ce bouquin doit voir le jour, je crois que vous l'écrirez de façon moins déplaisante que d'autres ne l'eussent fait. Je m'efforcerai de faire preuve de tact et de ne froisser personne. Philip Blake éclata d'un rire bruyant qui sonnait faux. Ça m'amuse de vous entendre dire ça. Je vous assure, déclara Poirot, que l'affaire m'intéresse vraiment et qu'il ne s'agit pas seulement pour moi d'une question d'argent. Je veux réellement faire revivre le passé, recréer les événements de façon à voir au-delà des apparences. Imaginez, reconstituer les pensées et les sentiments des acteurs du drame. Je ne crois pas, dit Blake, que l'affaire ait eu des dessous bien subtils. C'était une histoire de femme jalouse, pas autre chose. Je serais très curieux, monsieur Blake, de savoir ce que furent à l'époque vos propres réactions.
Philippe Blake s'échauffa d'un seul coup, et c'est le visage soudain pourpre qu'il répliqua. « Mes réactions ? N'employez donc pas des mots de pédant. On croirait que je suis resté là à me regarder réagir, comme vous dites. Vous ne paraissez pas vous rendre compte que c'est mon ami. Vous entendez ? Mon ami, qui a été tué ce jour-là, et que j'aurais peut-être pu le sauver si j'avais agi plus rapidement. » « Comment cela ? » ?»« J'imagine que vous êtes déjà au courant des faits. Bon, ce matin-là, donc, mon frère Meredith me téléphone. Il était dans de vilains draps. Une de ces satanées mixtures qu'il fabriquait avait disparu, et c'était un poison mortel. Qu'ai-je fait ? Je lui ai simplement demandé de venir me voir afin de parler de la chose et de décider du meilleur parti à prendre. Le meilleur parti à prendre ? Comment ai-je pu hésiter ? C'est ce que je n'arrive pas à comprendre aujourd'hui. Comment ne me suis-je pas rendu compte qu'il n'y avait pas de temps à perdre et que la seule chose à faire était d'aller trouver Émias et de l'avertir ? J'aurais dû lui dire « Caroline a chipé du poison chez Meredith et vous ferez bien, Elsa et toi, de vous tenir sur vos gardes. » Blake se leva et, très énervé, se mit à parcourir la pièce à grands pas, tout en continuant de parler. Vous figurez-vous, par hasard, que cette histoire, je ne l'ai pas tournée et retournée dans ma tête des centaines de fois ? Je savais. J'avais une chance de le sauver et j'ai traîné, j'ai attendu Meredith. Pourquoi ai-je manqué de bon sens au point de ne pas comprendre que Caroline n'aurait ni hésitation ni scrupule, que si elle s'était emparée du poison, c'était pour s'en servir, et pour s'en servir tout de suite. Je savais Émias en danger de mort. Je le savais, c'est indiscutable. Et je n'ai rien fait. Je crois, monsieur Blake, que vous vous exagérez vos responsabilités. Vous n'avez eu grand temps. Blake lui coupa la parole. Du temps ? J'en ai eu bien plus qu'il ne m'en eût fallu. Tout m'était possible. Je pouvais, comme je viens de vous le dire, prévenir Émias. Peut-être ne m'aurait-il pas cru, n'étant pas de ceux qui admettent facilement qu'ils sont en danger, et il est probable qu'il se serait moqué de moi, car il n'avait jamais compris que Caroline était une créature démoniaque. Mais je pouvais aussi aller la trouver, elle. Je lui aurais dit « Je sais le coup que vous méditez, mais je vous avertis. Qu'Émias ou Elsa viennent à mourir par de la conéine, et vous serez pendu. » Cela aurait suffi. Elle aurait renoncé à son projet. Je pouvais aussi téléphoner à la police. Je le répète, je pouvais faire un tas de choses. Au lieu de ça, je me suis laissé influencer par la prudence timide de Meredith. Il faut une certitude. Parlons de la chose. Tant que nous ne connaîtrons pas sûrement le voleur, sacré vieil imbécile. Jamais, de toute son existence, il n'a été fichu de prendre rapidement une décision. Il a eu de la chance d'être l'aîné et d'avoir ainsi une propriété sur laquelle il pouvait vivre. S'il lui avait fallu faire de l'argent, il aurait mangé jusqu'à son dernier shilling. « Vous étiez certain, demanda Poirot, que c'était Caroline qui avait volé le poison ? » Je n'ai jamais eu le moindre doute là-dessus. J'ai pensé à elle tout de suite. Vous comprenez, je la connaissais. Voilà qui m'intéresse. J'aimerais savoir, monsieur Blake, quel genre de femme elle était. Ce que je puis vous dire, répondit Blake d'un ton sec, c'est qu'elle n'était pas la pauvre créature meurtrie que les gens voulurent voir en elle au moment du procès. Mais encore. Blake se rassit, il était grave. Vous voulez vraiment le savoir ? Cela m'intéresserait beaucoup. Eh bien, dit Blake, une hypocrite, la plus complète que vous puissiez rêver. Notez qu'elle avait du charme, une douceur qui trompait les gens. On la voyait si frêle, si désemparée qu'on se sentait immédiatement pris de l'envie de voler à son secours. Un jour que je lisais un bouquin d'histoire, je me suis dit que Mary Stuart devait être une femme dans son genre, gentille, malheureuse, captivante,
mais au fond froide et calculatrice, capable de machiner le meurtre de Darnley et de s'en sortir sans dommage. Caroline était comme ça, froide, calculatrice et, en plus, méchante. Je ne sais si on vous a dit, ça n'a rien à voir avec le procès, mais ça montre bien ce qu'était son caractère. Ce qu'elle fit à sa sœur, alors que celle-ci était encore un bébé. Elle était jalouse, sa mère s'étant remariée et on ne s'occupait guère que de la petite Angela. Cela, Caroline n'a pu le supporter. Elle a essayé de tuer l'enfant, en lui assénant sur la tête un coup de barre de fer. L'enfant ne mourut pas, fort heureusement, mais le geste était assez odieux. On ne saurait le nier. Eh bien, ça, c'était la vraie Caroline. Il fallait qu'elle fût la première, que quelqu'un vînt avant elle, c'est ce qu'elle ne pouvait admettre. Et, créature égoïste, au cœur sec, très capable d'aller jusqu'au crime. On la croyait impulsive, mais en réalité, elle était froidement calculatrice. Alors que, jeune fille, elle séjournait à Alderbury, elle nous avait tous passés en revue et évalués, tandis qu'elle tirait ses plans et dressait ses batteries. Pour moi, je ne fus jamais dans la course. J'étais un cadet. J'avais à me faire une situation. Il est d'ailleurs amusant de remarquer qu'aujourd'hui, je pourrais probablement acheter tous les biens de Meredith, et aussi ceux de Creil, s'il vivait encore. Meredith l'intéressa un moment, mais finalement, c'est sur Amyas que son choix se fixa. Amyas deviendrait propriétaire d'Alderbury, et s'il ne devait pas disposer en outre d'une grosse fortune, du moins avait-il un talent de peintre qui sortait du banal. Elle misa sur lui, un peu parce qu'il avait du génie, beaucoup parce qu'elle était persuadée que ses toiles se vendraient. Elle gagna. La notoriété vint à Amyas très rapidement. On ne pouvait pas dire de lui qu'il comptait parmi les peintres à la mode, mais son talent fut indiscuté, et on achetait sa peinture. Connaissez-vous ces tableaux ? J'en ai un ici. Venez le voir. Il conduisit Poirot à la salle à manger. Voilà, fit-il, montrant une toile accrochée au mur. Un Creil très caractéristique. Poirot regarda sans mot dire. Que, par son génie particulier, un artiste pût renouveler un sujet résolument conventionnel, c'était un phénomène qui toujours l'étonnait. Ici, le sujet était rebattu, archi-usé, vieux comme la peinture elle-même. Un vase, posé sur une table d'acajou et contenant des roses. Mais les roses flambaient, le bois de la table vivait. L'ensemble, pour des raisons qu'il eût été difficile d'expliquer, était tonique et vivifiant. Les proportions de la table auraient confondu l'ex-commissaire Hale. Il se serait plaint de n'avoir jamais vu de rose de cette forme et de cette couleur. Mais peut-être ensuite se serait-il demandé pourquoi les vraies roses lui paraissaient ternes et pourquoi un guéridon d'acajou d'une rondeur parfaite lui semblait insolite et agaçant. Évidemment, murmura Poirot, il y a quelque chose. Ils regagnèrent le bureau. Je n'ai jamais compris grand-chose à la peinture, dit Blake. Je ne sais pourquoi j'aime cette toile, mais je l'aime. Sans doute est-ce parce qu'elle est bien. Poirot donna son approbation d'un lent mouvement de tête. Blake lui offrit une cigarette et poursuivit. Et c'est cet homme, l'homme qui a peint ces roses, celui qui a peint la dame au Snaker, qui a peint cette étonnante nativité, qui est à la Tate Gallery, c'est cet homme qui a été fauché en pleine jeunesse, en pleine puissance de travail, par la seule faute d'une femme jalouse, vindicative et vile. Après une courte pause, il ajouta. Vous direz sans doute que je suis sévère et injuste. Caroline avait du charme, je le sais mieux que personne. Mais sa vraie nature, je l'ai toujours connue. Toujours. Cette femme, monsieur Poirot, était méchante, cruelle, mauvaise et avide. On m'a pourtant dit, objecta Poirot, qu'elle a, durant son mariage, passé sur bien des choses. C'est exact,
Mais convenez qu'elle s'est arrangée pour qu'on le sache. Elle jouait les martyrs. Mais c'est Émias que je plains. Émias dont la vie fut un enfer. Ou, plutôt, l'aurait été s'il n'avait trouvé dans son art un moyen de s'évader. Heureusement, il avait ça. Quand il peignait, le reste n'existait plus. Il était délivré de Caroline, de ses remarques acides, de ses reproches. Et des querelles. Car c'étaient des disputes qui n'en finissaient pas. Il ne se passait pas de semaine que la bagarre n'éclatât sous un prétexte ou sous un autre. Elle adorait ça, et c'était pour elle comme un stimulant. Toutes les choses dures et blessantes qui lui passaient par la tête, elle les disait. Ça lui faisait du bien. Après ces empoignades, elle semblait ravie, heureuse, détendue. Mais lui restait épuisé. C'était un homme qui voulait la paix, la tranquillité. Un homme, bien sûr, qui n'aurait jamais dû se marier, et qui n'était pas fait pour la vie bourgeoise. Un homme comme Creil devait avoir des liaisons, mais ne devait pas se laisser enchaîner. Ça ne pouvait le mener qu'à la catastrophe. Il vous faisait ses confidences ? Mon Dieu, il me considérait comme son grand copain. Il me laissait comprendre ce qu'il ne disait pas. Il ne se plaignait pas, ce n'était pas son genre. Quelquefois il disait « Au diable les femmes !» ou bien « Mon petit vieux, ne te marie pas. L'enfer, tu le trouveras après ta mort. » Vous connaissiez ses sentiments pour Miss Greer ? Sans doute, je les avais vus naître. Un jour, il m'annonça qu'il avait rencontré une fille magnifique. Différente, prétendait-il, de toutes celles qu'il avait connues jusqu'alors. Je ne dirais pas que j'attachais beaucoup d'importance à ce propos. Des femmes différentes de toutes les autres, Émias en découvrait assez régulièrement. Un mois plus tard, si vous faisiez allusion devant lui à cette femme étonnante dont il vous avait entretenu, il vous demandait de qui vous vouliez parler. Mais avec Elsa Greer, ce fut autre chose, et je m'en rendis compte lors de mon séjour à Alderbury. Elle l'avait bel et bien envoûté. Comme disent les bonnes gens, il lui mangeait dans la main. Pour Miss Greer non plus, il ne semble pas que vous avez eu beaucoup de sympathie. Non, je ne l'aimais pas. Elle ne songeait qu'à elle et à tout ce qu'elle entendait obtenir de la vie. Creil, elle voulait qu'il fût à elle, corps et âme. Malgré ça, elle eût mieux valu pour lui que Caroline. Il est vraisemblable, en effet, qu'elle l'aurait laissé tranquille une fois qu'elle aurait été sûre de lui, ou que, fatiguée de lui, elle se serait occupée de quelqu'un d'autre. L'idéal, pour Émias, aurait été d'être dégagé de toute attache féminine. Seulement, fit remarquer Poirot, je crois que ce n'était guère dans ses goûts. Philip Blake poussa un soupir. Il eut toujours une histoire de femme sur les bras, ce qui fut d'autant plus stupide que, dans sa vie, deux seules ont compté, Caroline et Elsa. Aimait-il l'enfant ? Angela ? Tout le monde aimait Angela. Elle était adorable et toujours prête à jouer avec vous. Et je dois dire qu'elle faisait une vie impossible à sa malheureuse gouvernante. Émias aimait Angela, mais il arrivait à l'enfant d'exagérer. Alors Émias se fâchait. Caroline intervenait, prenant toujours avec énergie le parti d'Angela. Et ça n'arrangeait rien. Émias était furieux de voir Caro soutenir Angela contre lui. Un peu par jalousie, je crois. Il n'admettait pas que Caroline donne toujours raison à Angela et lui passe ses 4 volontés. Quant à Angela, elle était de son côté jalouse de l'affection de Caroline pour Émias, dont le caractère autoritaire la révoltait. C'est lui qui décréta de la mettre en pension à l'automne, ce qui la rendit enragée. Elle souhaitait bien poursuivre ses études où il faudrait, mais n'admettait pas qu'il ait pris seul la décision. Elle lui en voulait et lui faisait toutes sortes de farces pour se venger, allant jusqu'à fourrer des limaces dans son lit. Je crois, d'ailleurs, qu'en l'occasion, Émias avait raison et qu'il était temps d'imposer à l'enfant une discipline sévère. Miss Williams était une excellente institutrice, mais elle reconnaissait elle-même qu'elle ne pouvait plus tenir Angela. Il y eut un long silence. En vous demandant si Émias aimait l'enfant, dit Poirot,
C'est à son enfant, à lui, que je songeais. À sa fille. La petite Carla, une enfant gâtée. Il l'aimait beaucoup et jouait volontiers avec elle quand ça lui chantait. Mais c'est là sans doute ce que vous voulez savoir. Toute l'affection qu'il lui portait ne l'aurait pas empêché d'épouser Elsa. Cette petite Carla, Caroline Creil l'aimait? Philippe Blake fit la grimace. Je ne puis pas dire, répondit-il, qu'elle n'était pas une bonne mère. Et c'est vraiment la seule chose. La phrase resta en suspens. La seule chose, monsieur Blake? Lentement, et comme à regret, Philippe Blake poursuivit. La seule chose qui me fasse vraiment de la peine dans les conséquences de cette malheureuse affaire. Cette pauvre gosse. Quelle toile de fond tragique pour ses jeunes années. On l'a envoyée en Amérique, chez une cousine d'Amias, mariée là-bas. J'espère très sincèrement qu'ils se sont arrangés pour lui laisser ignorer la vérité. Poirot hocha la tête. La vérité, monsieur Blake, finit toujours par se manifester, même après bien des années. Je me le demande, murmura le financier. Monsieur Blake, reprit Poirot, dans l'intérêt de la vérité, justement, je voudrais vous demander quelque chose. Quoi donc? Je voudrais vous prier de m'écrire une relation de ce qui s'est passé à Alderbury, un récit du meurtre et des circonstances qui l'ont accompagné. Mais, mon cher monsieur, après tout ce temps, il serait, ce récit, désespérément inexact. Ce n'est pas sûr. Je le crains. Non, et pour une excellente raison. Avec le temps, la mémoire rejette l'accessoire pour ne retenir que l'essentiel. Vous ne désirez donc qu'un résumé de l'affaire dans ses grandes lignes? Du tout. Je voudrais une relation consciencieuse des faits tels qu'ils se sont produits, et aussi des conversations dont vous pourriez vous rappeler. Et si je me souviens mal, vous ferez de votre mieux. S'il reste des trous dans le dialogue, nous n'y pouvons rien. Blake regardait Poirot. L'homme, décidément, l'intriguait. Mais, enfin, dit-il, où voulez-vous en venir? Tout ce que je pourrais mettre dans ce récit, vous le trouverez bien plus complet dans les dossiers de la police. Poirot se récria. Ne croyez pas ça, monsieur Blake. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est l'aspect psychologique du problème. Ce que je souhaite connaître, c'est votre sélection des faits, ceux que votre mémoire a retenus malgré le temps écoulé. Il y a des faits et des phrases que vous chercheriez vainement dans les archives policières ou judiciaires, des faits et des phrases dont vous n'avez jamais parlé, soit parce que vous les teniez pour sans intérêt, soit parce que vous avez préféré les passer sous silence. Ce rapport serait destiné à être publié? Nullement. Vous l'écririez à mon intention seulement pour m'aider dans mes déductions. Et vous n'en feriez pas état sans mon autorisation. Je vous le promets. Philippe Blake réfléchit. Puis il reprit. Je suis un homme très occupé, monsieur Poirot. Je sais, se hâta de dire Poirot, qu'il s'agit d'un travail qui vous prendra du temps, mais je serais heureux de me mettre d'accord avec vous sur des honoraires raisonnables. Il y eut un nouveau silence. Non, dit enfin Philippe Blake. Ce travail, si je le fais, je le ferai pour rien. Mais le ferez-vous? Blake hésitait encore. Souvenez-vous, monsieur Poirot, que je ne saurais rien garantir à l'exactitude de ma mémoire. Je le comprends parfaitement. Alors, décida Philippe Blake, j'écrirai ce rapport. Il me semble que, dans une certaine mesure, c'est quelque chose que je dois à Amyas Creil.